Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition d'Ici Femmes que nous lançons aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation, c'est le slogan qu'a choisi cette année l'ONU pour célébrer cette journée. Alors que cette année marque le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, considéré le cadre le plus progressiste et le plus largement approuvé au niveau international en faveur des droits des femmes et des filles, elle continue de faire face à une explosion d'inégalités dans de nombreux pays. Le Liban n'est pas en reste. Si ces dernières années, de nombreuses avancées ont été enregistrées, il reste néanmoins beaucoup à faire pour parvenir à une égalité de droits. Et puis, un chiffre alarmant, 17 cas de féminicide ont été recensés par l'ONG CAFA en 2024. Pour en parler aujourd'hui, avec nous, notre invitée, l'avocate et militante pour les droits des femmes, Patricia Elias Smida. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de cette nouvelle émission consacrée à la femme, aux droits de la femme, à tous les sujets qui ont rapport avec la femme. Vous êtes avocate, militante pour les droits de la femme. Vous êtes également la chef de la campagne diplomatique internationale de Every Woman Treaty. Absolument. Et donc aujourd'hui, on va discuter un peu de la situation des femmes au Liban et puis aussi dans le monde. Alors pour commencer par le Liban, est-ce que la situation des droits de la femme s'est-elle améliorée ces 2 dernières années au Liban? Malheureusement, elle a beaucoup régressé au Liban, dans les pays arabes et dans le monde entier. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir avait dit « Il suffira d'une petite crise pour que les droits de la femme retournent en arrière, faites attention ». Et aujourd'hui, nous remarquons ça internationalement. Les chiffres internationaux disent que chaque 10 minutes, une femme est tuée par un membre de sa famille et en général le partenaire intime. Chaque 10 minutes dans le monde, il y a une femme qui est tuée, une femme ou une fille. Imaginez le nombre de violences. Au Liban, malheureusement, nous sommes en 2025 et nos lois ne sont pas du tout progressistes concernant les droits de la femme. Ça commence par le fait qu'une mère n'a aucun droit sur ses enfants, elle n'a pas l'autorité parentale. Au Liban, nous avons l'autorité paternelle, c'est-à-dire que c'est uniquement le père qui a droit de prendre des décisions concernant ses enfants. C'était le cas dans début des années 70 en Europe, mais depuis les années 70, ils ont décidé que la mère et le père auraient des droits égaux concernant leurs enfants, ce qui n'est pas le cas au Liban, ce qui nous mène à des situations extrêmement tragiques où la maman peut être victime de violences de la part du mari, humiliée, dénigrée, etc. Et si elle demande le divorce, il peut par exemple l'empêcher de voir ses enfants à vie. En plus, vous savez que la femme libanaise n'a pas le droit de donner sa nationalité aux enfants, ni à ses enfants ni à son époux étranger, alors que l'homme a le droit de donner sa nationalité à son épouse ainsi qu'aux enfants de cette épouse-là. Je veux dire que les chiffres, c'était il y a quelques années déjà ces chiffres-là, les femmes libanaises qui ont épousé des étrangers, ça ne montait pas à plus de 27 000. 27 000 mariages d'étrangers et 5 000 uniquement de pays arabes avoisinants. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ces 5 000 femmes, ces 5 000 mariages qui vont mettre en danger la démographie libanaise. Il y a tellement d'inégalités que nous pouvons passer toute l'émission à les énumérer. Je veux penser aux solutions. Aujourd'hui, d'après vous, d'après votre expérience, quels sont les premiers chantiers à suivre en fait pour les droits de la femme au Liban? Si vous voulez, j'avais une ONG au Liban qui s'appelait Avenir Liban et nous avons travaillé sur plusieurs chantiers. Et dans les années 2014, nous avons travaillé pour que le mariage civil facultatif devienne une possibilité au Liban. Et le ministre de la Justice de l'époque, M. Chakib Kortbaoui, avait accordé le mariage civil au Liban après notre travail avec lui. Et nous avons eu 2 ou 3 mariages civils qui ont eu lieu, qui ont été reconnus par l'État libanais. Malheureusement, le gouvernement d'après a arrêté les mariages civils au Liban. Nous avons travaillé sur aussi 3 autres grands chantiers. J'avais demandé qu'il y ait un ministère des droits de la femme. J'avais demandé que la loi 522 qui
qui stipulait qu'un violeur, si on lui fait épouser sa victime, échappait à la sanction, imaginez-vous. Et j'avais demandé le quota, 30%, à l'époque, ça c'était en 2015-2016. Nous avons obtenu, c'est l'ONG Abad qui a obtenu que soit supprimée cette loi. Tout à fait. On a obtenu en 2016 le premier ministère des droits de la femme au Liban dans l'histoire du Liban. Pour le quota, nous avons fait une campagne pendant 1 an et demi. Nous avons réuni 200 ONG féministes libanaises pour travailler sur ce sujet. Nous avons vu le président de la République de l'époque, le Premier ministre. Oui, les ONG féminines et féministes libanaises sont très actives. Exactement. Ils nous ont tous promis, et le président du Parlement nous ont promis 30% de quotas, et puis ils n'ont pas tenu. Mais depuis, vous voyez que dans toutes les élections, dans toutes les listes électorales, il y a des femmes. Nous avons réussi. Ce n'est pas suffisant. Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'ONU, le nouveau quota, c'est 50%, 50%, dans tous les domaines. Dans les domaines politiques, de leadership, sur la table des négociations, sur les tables de négociation pour la paix, parce qu'il a été avéré que les négociations pour la paix où il y a des femmes durent plus longtemps. Vous voyez, c'est très important. Ce sont les études internationales qui l'ont prouvé. Ainsi que, on parle aussi 50% dans les conseils d'administration, dans tous les domaines. Il est vrai qu'au Liban, par exemple, pour les avocates, pour les juges, on ne voit plus de femmes. Dans les conseils d'administration, oui, on essaye de suivre ça de près pour qu'il y ait aussi un quota obligatoire. Absolument. Et nous, au Liban, nous demandons à ce qu'il y ait un minimum de 30% de quotas pour les prochaines élections législatives. C'est un appel que nous lançons au nouveau gouvernement. Absolument. Patricia, vous étiez avec toute une délégation d'ONG féminines et féministes. Vous avez visité la Première Dame qui, elle, est à la tête de la Commission nationale de la femme libanaise. Quelles ont été vos requêtes ? Et absolument, nous remercions beaucoup la Première Dame qui nous a accordé le premier rendez-vous, disons, public. C'est un geste fort pour les femmes. Absolument. Et donc, j'étais à la tête d'une délégation d'une quarantaine d'ONG féministes et qui luttent sur les droits de la femme au Liban pour aller voir la Première Dame, parce que la Première Dame sera la présidente du Comité national des droits de la femme au Liban, de la femme libanaise. Et donc, nous l'avons vue et la première demande, parce que nous ne pouvions pas lui demander tout, absolument tout, nous avons demandé ce quota pour les municipales de 50%, pour les législatives, évidemment, pour qu'elles fassent parvenir le message au président, parce que l'épouse du président ne se mêle pas de politique, mais elle se mêle des droits de la femme en tant que présidente de la Commission nationale. C'est pour ça que nous lui avons demandé ça. Et elle a dit, considérez que je suis l'une des vôtres. Et puis, elle nous a demandé de travailler sur des points précis et sur des priorités pour avoir après un rendez-vous avec elle pour travailler sur les priorités que nous considérons importantes pour les droits de la femme au Liban. Merci beaucoup. Restez avec nous. Et si des porte-clés pouvaient lutter contre les violences faites aux femmes, une mesure prise par la ville de Metz en France rencontre un vif succès. Reportage de Marie Hacham. Franchement, là ça sent pas parce que on a le il n'y a pas de voilà. Si ça choque aussi sur la lumière, là vous allez voir. Et puis notre focus santé sur ces femmes qui sont aujourd'hui trop nombreuses à souffrir d'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire et chronique fréquente qui touche près de 10% des femmes. Dr Gaëlle Abouranam, gynécologue à l'hôpital Bellevue, répond aux questions d'ici femmes.
L'endométriose, c'est une pathologie qui vient de l'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui est expulsé pendant les règles lors des saignements. Donc, quand on trouve ce tissu à l'extérieur de l'utérus, c'est anormal. On peut le trouver par exemple au niveau des ovaires, comme des kystes, au niveau du rectum, derrière le col, sur la vessie, comme des petites lésions. Et ces lésions vont faire très mal pendant les règles parce qu'elles vont saigner en même temps qu'on saigne de nos règles. Donc c'est une pathologie qui cause des douleurs énormes pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs à l'ovulation et même parfois des douleurs chroniques tout le temps. On estime qu'il y a entre 3 et 5% des femmes qui sont affectées par cette pathologie, mais c'est probablement beaucoup plus, car malheureusement c'est une pathologie qui est très mal diagnostiquée. Pourquoi elle est mal diagnostiquée? Tout d'abord parce qu'on a tendance à penser que la douleur des règles c'est normal et on dit toujours aux femmes c'est bon, prenez un médicament, prenez un Panadol, ça va passer, on est toutes pareilles. Mais en fait c'est une maladie qui est très handicapante car c'est des femmes qui ne peuvent pas aller au travail, qui ne peuvent pas aller à l'université, qui se retrouvent régulièrement aux urgences pour prendre des médicaments contre les douleurs de règles. Donc c'est une maladie qui est très incapacitante et nous avons encore des difficultés à la diagnostiquer. C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer car autre que les kystes qui se retrouvent sur les ovaires, en général ce sont des petites lésions qu'on a des difficultés à voir à l'imagerie, que ce soit à l'écho ou à l'IRM. Évidemment, il y a des conséquences psychologiques de cette maladie parce que imaginez-vous bien une femme qui a tout le temps mal, qui a mal pendant ses règles, qui a mal à l'ovulation, qui a mal pendant les rapports et à qui on n'arrête pas de dire que c'est normal. Les traitements ne l'aident pas, donc évidemment, ça peut engendrer des dépressions et des anxiétés chez ces patientes. Donc on divise les traitements de l'endométriose en deux catégories, les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Au niveau du traitement médical, on commence toujours par un anti-inflammatoire pour contrôler la douleur et après on se tourne vers les hormones, donc soit la pilule classique que tout le monde connaît, soit des pilules qui sont uniquement faites de progestérone et qui vont arrêter les règles. Ça, ce sont les traitements médicaux classiques. Par contre, quand on a une pathologie qui est très avancée avec des lésions invasives ou alors une pathologie qui n'arrive pas à être contrôlée par les médicaments ou alors si c'est une patiente qui n'arrive pas à tomber enceinte malgré les traitements de fertilité utilisés, alors on se tourne vers la chirurgie et ça c'est une chirurgie laparoscopique en général faite par des spécialistes. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est maintenant de plus en plus connue et de plus en plus reconnue et donc la recherche se tourne enfin vers cette pathologie. On a des nouvelles recherches maintenant qui nous permettent de mieux diagnostiquer la maladie, comme par exemple des tests salivaires qui vont j'espère bientôt arriver au Liban. Et aussi on est en train d'étudier des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules pour contrôler la maladie, diminuer l'inflammation et diminuer la douleur. Et puis sur une note beaucoup plus fraîche, il a beaucoup neigé ces derniers jours au Liban. On va parler de ski, ce sport de saison très populaire dans le pays, avec la championne de ski, Manon Chad. Bonjour, ici femme. Je m'appelle Manon Chad, je suis étudiante en business et athlète de ski alpin. J'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, où j'ai réalisé que j'avais vraiment une passion pour ce sport. Ma première compétition était à l'âge de 9 ans, où pour la première fois j'ai fait un podium et c'est là où j'ai vraiment commencé à me propulser et rêver d'avoir une carrière professionnelle dans ce sport. À l'âge de 9 ans, j'ai promis mon grand-père que j'allais arriver à faire les JO, qui sont les Jeux Olympiques en 2026 à Cortina. Donc j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus à l'extérieur, surtout en Europe. Et après ça, quand j'ai eu mon bac, je me suis installée aux États-Unis, à l'université de Denver, au Colorado, pour continuer ma carrière de ski et continuer à représenter le Liban au championnat du monde junior, où pour la première fois, une Libanaise a fait des résultats de top 10 en Under 18, qui est la catégorie en dessous de 18 ans. Et c'est là où vraiment j'ai voulu prouver que le Liban peut arriver à des niveaux professionnels et à des niveaux beaucoup plus hauts quand on parle du ski alpin. Cette année, j'ai eu la chance de représenter le Liban aussi aux University Games, qui sont les FISU Games, qui sont des jeux très importants pour les athlètes qui sont aussi étudiants à l'université, où j'ai pu réaliser de bons résultats et prouver au Liban qu'on peut arriver à des niveaux comme des top 30 et des top 40 au championnat du monde.
J'ai quand même été la première Libanaise aussi à faire un combiné aux University Games. Donc aux University Games, j'ai fait toutes les disciplines à part la descente, donc le combiné, le super G, le slalom et le géant, qui est une première pour une Libanaise. Et juste, j'ai pas seulement voulu faire de bons résultats, mais aussi de montrer aux jeunes filles de mon âge qu'on peut arriver à balance les études, sa carrière professionnelle dans n'importe quel sport et juste de continuer de pousser à arriver à ce qu'on aime faire. Dans ce sport, on retrouve plein d'obstacles mentaux et physiques. L'année dernière, je me suis fracturé le genou et avec ça, un mois après, j'ai pu me qualifier au championnat du monde où j'ai concouru contre mes idoles comme Mikaela Shiffrin. Cette année, malheureusement, je me suis quand même fracturé l'épaule et je me suis déchiré le ligament. Avec ça, j'ai quand même poussé à mes limites et j'ai réussi à faire les championnats du Liban pour essayer de me qualifier aux JO, qui sont les Jeux Olympiques à Cortina en 2026. Au fil des années, j'ai beaucoup travaillé sur ma mentalité. Ça m'a fait grandir en tant que femme et en tant qu'athlète. J'ai réussi à me prouver que le sport, c'est aussi une grande partie de soi-même. Il faut juste commencer à grandir mentalement dans ce sport. C'est pour ça qu'il faut pousser nos limites, suivre nos rêves, travailler dur et juste aimer ce qu'on fait. Mon conseil à toutes les filles et les femmes, et surtout les femmes de mon âge, c'est de ne pas abandonner, de poursuivre ce que vous voulez faire. Quand on recherche un CV, on ne recherche pas seulement à montrer, si on veut, les diplômes. On recherche aussi le côté mental et le côté fort d'une personne. Quand on parle d'un individu, quand on recherche quelque chose dans l'individu, on cherche aussi la persévérance. Et c'est ce qu'on retrouve dans le sport et qu'on retrouve beaucoup dans les femmes. Il faut juste croire en soi. Le sport où subsistent encore de nombreuses inégalités salariales. Du shampoing pour les femmes, 3 200 € pour les hommes. Voilà les primes reçues par les vainqueurs des qualifications de saut à ski en Allemagne lors du Two Nights Tour. Une situation dénoncée par la championne du monde 2023 de cette discipline sportive, Selina Freitag. Après sa victoire, elle affirmait « Alors que chez les hommes, une victoire en qualification a rapporté 3 200 €, j'ai reçu un sac contenant du gel douche, du shampoing et 4 serviettes. » C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ici Beyrouth.